Bilan d'énergie dans un écoulement stationnaire et unidimensionnel, premier principe pour un fluide en écoulement ou premier principe industriel. Avant de détailler ce que nous allons voir dans ce diaporama, je tiens à préciser que le premier principe dont je parle ici, c'est le premier principe pour un fluide en écoulement et non le premier principe pour un système fermé que vous avez vu en première année. Les expressions sont différentes, mais pour établir le premier principe pour un système en écoulement, nous allons partir du premier principe pour un système fermé. On va s'intéresser à un fluide en écoulement dans un élément de machine. Qu'est-ce que c'est qu'un fluide en écoulement? C'est par exemple un fluide frigorigène dans un réfrigérateur. Et qu'est-ce que c'est qu'un élément de machine? Eh bien, c'est une partie du réfrigérateur, par exemple, son compresseur. Le système que l'on va étudier, ça va être le fluide en écoulement. Et on va chercher à lui appliquer le premier principe de la thermodynamique tel que on l'a vu en première année, c'est-à-dire le premier principe de la thermodynamique pour un système fermé. Et je vous rappelle qu'un système fermé, c'est un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Le problème, c'est que un élément de machine a une entrée et une sortie, de manière à ce que le fluide puisse s'y écouler. Du coup, il y a en permanence admission de fluide en entrée et échappement de fluide en sortie. Donc, un élément de machine est le siège d'un échange de matière, par le fait même que le fluide s'y écoule. Et du coup, il va falloir chercher à définir un système fermé pour pouvoir lui appliquer le premier principe pour un système fermé et aboutir à la fin au premier principe pour un système, pour un fluide en écoulement, appelé également premier principe industriel. Dans un premier temps, nous allons voir comment définir un système fermé à partir d'un fluide en écoulement. Et ensuite, nous allons établir le premier principe pour un fluide en écoulement. Les hypothèses de l'étude. Première hypothèse, on suppose l'écoulement stationnaire. Cela signifie que toutes les grandeurs intensives caractéristiques du fluide en écoulement sont constantes dans le temps. Deuxième hypothèse, écoulement unidimensionnel. Cela signifie que toutes les grandeurs caractéristiques du fluide en écoulement ne dépendent que d'une seule dimension, qui correspond à l'abscisse curviligne de l'axe de la conduite. Et ça a pour conséquence que le vecteur vitesse est orthogonal à la section droite de la conduite et est uniforme dans cette section. Nous allons maintenant définir un système fermé. Ce schéma représente un élément de machine qui est encadré en bleu. Vous avez en permanence du fluide qui pénètre dans l'élément de machine en amont et du fluide qui sort de l'élément de machine en aval. Les parois de l'élément de machine sont fixes et sont appelées surface de contrôle. Cette surface délimite un volume qu'on appelle volume de contrôle qui est noté V indice C. La pression en entrée est notée P1 et l'air de la section droite de la conduite d'entrée est noté S1. Même type de notation en sortie avec P2 et S2. Si on choisit comme système étudié l'ensemble des molécules contenues dans le volume de contrôle, qu'on notera sigma 0, il est clair que ce système constitue un système ouvert parce que ce ne sont jamais les mêmes molécules qui se trouvent dans le volume de contrôle puisque le fluide est en écoulement. Donc, on va chercher à définir un système fermé que l'on notera sigma et qui sera constitué d'un certain nombre de molécules, mais ce seront toujours les mêmes molécules. L'idée est en fait de suivre ces molécules dans leur mouvement de manière à ce que aucune molécule ne s'échappe de sigma et de manière à ce qu'aucune molécule ne pénètre dans sigma. Ce schéma correspond à l'élément de machine à l'instant T. En bleu, vous avez le fluide contenu dans le volume de contrôle à l'instant T que l'on note sigma 0 de T. En vert, vous avez le fluide qui entrera dans le volume de contrôle entre l'instant T et l'instant T plus dt. Ce fluide est noté sigma 1. Maintenant, vous avez en dessous un schéma de l'élément de machine à l'instant T plus dt. Le fluide contenu dans le volume de contrôle à l'instant T plus dt est représenté en bleu et correspond à sigma 0 à l'instant T plus dt. Et le fluide qui est sorti du volume de contrôle entre l'instant T et l'instant T plus dt est représenté en jaune et correspond à sigma 2.
Si on cherche à faire le lien entre ces deux schémas, il faut bien voir que le fluide qui est représenté en vert sur le schéma du dessus fait partie du fluide représenté en bleu sur le schéma du dessous, puisque sigma 1 est entré dans le volume de contrôle entre l'instant t et l'instant t plus dt. De même, le fluide représenté en jaune sur le schéma du dessous fait partie du fluide représenté en bleu dans le schéma du dessus, puisque sigma 2 est sorti du volume de contrôle entre l'instant t et l'instant t plus dt. Maintenant, on va chercher à définir un système fermé, et pour ça, eh bien, on va considérer à l'instant t l'ensemble du fluide contenu dans le volume de contrôle, mais également le fluide qui va entrer dans le volume de contrôle entre l'instant t et l'instant t plus dt. Et si je suis ce volume au cours de son écoulement, eh bien, à l'instant t plus dt, il sera en partie contenu dans le volume de contrôle et en partie sorti du volume de contrôle. Donc, ce système fermé, à l'instant t plus dt, va correspondre à sigma 2 union sigma 0 de t plus dt, alors que ce même système fermé, à l'instant t, correspondait à sigma 1 union sigma 0 de t. Nous allons maintenant définir les notations utiles pour appliquer le premier principe. Vous avez ici un élément de machine. En entrée, nous aurons besoin des grandeurs massiques, énergie interne, énergie cinétique et énergie potentielle massique, qui seront notées avec des petites lettres et un 1 en indice lorsqu'il s'agira de l'entrée. Même chose pour la sortie, mais avec un 2 en indice. Pour ce qui est du fluide contenu dans le volume de contrôle, c'est-à-dire le système sigma 0, nous aurons besoin de l'énergie interne, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, mais également de la masse de ce système qui seront notées avec sigma 0 en indice. Maintenant, pour sigma 1, nous aurons besoin de sa masse, notée dm1, son volume, dv1, son énergie interne, notée u indice sigma 1. Même chose pour sigma 2, mais avec un 2 en indice. Et enfin, pour le système fermé sigma, nous utiliserons grand U, grand EC et grand EP, son énergie interne, son énergie cinétique et son énergie potentielle, qui seront notés avec T entre parenthèses lorsqu'il s'agira de ces grandeurs à l'instant T, et avec T plus dt entre parenthèses lorsqu'il s'agira de ces grandeurs à l'instant T plus dt. Conséquences de l'hypothèse écoulement stationnaire. Donc tout d'abord, vous savez que dans le cas d'un écoulement stationnaire, toutes les grandeurs intensives sont constantes dans le temps. Exemple de grandeur intensive, la masse volumique. Ça veut dire qu'en un point du fluide, la masse volumique ne va pas dépendre du temps. Si je m'intéresse à sigma 0, c'est le fluide contenu dans le volume de contrôle. Donc sigma 0 est toujours au même endroit et est à volume constant. Si je cherche à calculer sa masse, que je vais noter m indice sigma 0, il va falloir que je calcule l'intégrale triple de la masse volumique fois dV. Mais comme sigma 0 est toujours au même endroit, est à volume constant et qu'en plus la masse volumique ne dépend pas du temps, lorsque je vais calculer cette intégrale, je vais obtenir une grandeur qui ne va pas dépendre du temps. Du coup, la masse de sigma 0 ne dépend pas du temps et ça sera la même chose pour son énergie interne, son énergie cinétique et son énergie potentielle qui du coup ne vont pas dépendre du temps. Par contre, pour le système fermé sigma que l'on vient de définir, comme sigma n'est pas à frontière fixe, eh bien son énergie cinétique, son énergie potentielle et son énergie interne vont a priori dépendre du temps. Autre conséquence de l'hypothèse écoulement stationnaire. Nous avons vu dans le chapitre description d'un fluide en écoulement stationnaire dans une conduite que dans le cas d'un écoulement stationnaire, il y a conservation du débit massique à travers n'importe quelle section d'un tube de courant. Ça a pour conséquence que le débit massique entrant dans l'élément de machine est égal au débit massique sortant de l'élément de machine. Donc ça veut dire que la masse qui entre dans sigma 0 pendant l'intervalle de temps dt est égale à la masse qui sort de sigma 0 pendant l'intervalle de temps dt. Or, la masse qui entre dans sigma 0 pendant l'intervalle de temps dt, c'est la masse de sigma 1. Et la masse qui sort de sigma 0 pendant l'intervalle de temps dt, c'est la masse de sigma 2. Donc la masse de sigma 1 doit être égale à la masse de sigma 2.
Donc, soit dm1 égale dm2, que l'on notera par la suite dm. Nous allons maintenant appliquer le premier principe au système sigma fermé. Je vous rappelle le premier principe tel que vous l'avez vu en première année. du plus dem égale delta wx plus delta qe, avec dem qui peut se décomposer en dec plus dep. Je vous rappelle que ce premier principe est finalement un bilan d'énergie. Nous allons maintenant chercher l'expression de du, dec et dep qui correspondent au terme du membre de gauche. du, dans le premier principe pour un système fermé, correspond à la variation d'énergie interne du système fermé entre l'instant t et l'instant t plus dt, ce qui nous donne du égale u à l'instant t plus dt moins u à l'instant t. Or, à l'instant t plus dt, le système fermé sigma correspond à l'union correspond à sigma 2 union sigma 0 à l'instant t plus dt. Donc l'énergie interne de sigma correspond à la somme de l'énergie interne de sigma 0 à l'instant t plus dt plus énergie interne de sigma 2. De la même manière, à l'instant t, si le système fermé sigma correspond à sigma 1 union sigma 0 à l'instant t. Donc l'énergie interne de sigma à l'instant t correspond à U de sigma 0 à l'instant t plus U de sigma 1. Or, nous venons de voir que une des conséquences de l'hypothèse écoulement stationnaire est que l'énergie interne de sigma 0 ne dépend pas du temps. Donc, U de sigma 0 à l'instant t plus dt est égal à U de sigma 0 à l'instant t. Et en simplifiant l'expression précédente de du, on obtient du égale U de sigma 2 moins U de sigma 1. Une énergie interne, c'est égal à l'énergie interne massique fois la masse. Du coup, pour le système sigma 2, qui est de masse dm et qui est situé en sortie de l'élément de machine, on obtient l'énergie interne de sigma 2 égale à petit u2 fois dm avec petit u2 qui correspond à l'énergie interne massique en sortie de l'élément de machine. Même chose pour l'énergie interne de sigma 1 avec des petits 1 en indice. Donc après simplification et donc factorisation, on obtient du qui est égal à dm facteur de petit u2 moins petit u1. En faisant le même raisonnement, on obtient dec égale à dm facteur de la différence de l'énergie cinétique massique entre la sortie et l'entrée. Et pour dep, on obtient dm facteur de la différence de l'énergie potentielle massique entre l'entrée et la sortie de l'élément de machine. On va maintenant s'intéresser aux membres de droite et on va chercher l'expression de delta QE. Mais tout d'abord, on va définir une nouvelle grandeur appelée transfert thermique massique et notée petit QE. Ce transfert thermique massique correspond au transfert thermique algébriquement reçu par le fluide et exprimé par unité de masse de fluide traversant l'élément de machine. Étant donné que la masse qui entre dans l'élément de machine pendant l'intervalle de temps dt, c'est dm1 qui est égal à dm, et que la masse qui sort de l'élément de machine pendant l'intervalle de temps dt, c'est dm2 qui est égal à dm, eh bien on peut dire que la masse qui traverse l'élément de machine pendant l'intervalle de temps dt, c'est dm. Donc, l'expression du transfert thermique algébriquement reçu par le système pendant l'intervalle de temps dt, c'est-à-dire l'expression delta QE, c'est petit QE fois dm.